Bienvenue Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver encore une fois. Juin 2021, dans un communiqué, le ministre des Finances a invité les personnes physiques et morales de bien vouloir se conformer au Code des assurances en vigueur en République démocratique du Congo. Presque 9 mois après, il a été constaté une certaine mauvaise foi dans l'exécution de cette mesure. Un deuxième communiqué, Nicolas Kazadi rappelle l'interdiction de souscrire à une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant les personnes et autres situées en République démocratique du Congo. Donc le pays fait face à une évasion des primes d'assurance. Comment comprendre ce qui se passe exactement dans ce secteur? Nous avons comme invité aujourd'hui Alain Kanyinda. Bienvenue. Merci. Vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation des assurances en RDC. Oui, de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Et de contrôle des assurances. On commence par les choses les plus simples. Pourquoi l'ARCA a-t-il été créé? Écoutez, on a libéralisé le secteur des assurances dans notre pays. Vous savez que nous sortons de 50 ans de monopole. La stratégie qui a été adoptée par nos gouvernants il y a plus de 50 ans, c'était de mettre en place une seule société nationale qui avait pour mission de retenir toutes les primes d'assurance. Parce que le secteur des assurances est un secteur qui est stratégique pour le développement d'un pays, c'est un secteur qui est financier et c'est un secteur qui permet à un pays de mobiliser des ressources financières importantes pour les mettre à la disposition de l'économie et du développement de l'économie. Et d'autre part, évidemment, c'est d'apporter un ensemble de produits à caractère social pour la protection des individus avec les produits d'assurance qui sont offerts. Alors, après 50 ans, l'État congolais a décidé de libéraliser le secteur, de mettre fin au monopole, mais d'ouvrir ce marché à d'autres opérateurs privés, dynamiques économiques un peu plus modernes, mais aussi, surtout, de chercher à capitaliser de ce secteur, comme je l'ai indiqué, mobiliser des ressources financières pour le financement de l'économie, mais aussi apporter le bien-être aux populations congolaises. Donc l'ARCA a été mise en place dans le cadre de cette loi qui libéralisait le secteur pour jouer le rôle de, je dirais, d'arbitre, mais surtout responsable de mettre en œuvre et matérialiser la libéralisation, gérer le secteur, contrôler le secteur et faire évoluer les choses selon un timing qui est défini, mais pour rencontrer les objectifs fixés par la loi. Vous parlez de 50 ans de monopole. Et puis vous venez avec la libéralisation du secteur. Vous avez évoqué un concept prime d'assurance. On n'est pas suivi que par des gens qui maîtrisent le jargon de ces secteurs. C'est quoi que vous appelez prime d'assurance? Écoutez, une prime d'assurance, c'est, pour parler simplement, c'est le montant que vous payez auprès d'une société d'assurance dans le cadre du contrat que vous avez avec lui, qui vous garantit à travers ce montant-là, le jour où vous avez un sinistre qui vous arrive, cet assureur va vous indemniser. Je prends un exemple simple. Vous payez une prime d'assurance pour couvrir votre risque dans le cadre de l'assurance automobile, qui est une assurance obligatoire. Vous payez 150 $, je donne des chiffres approximativement réels, sur l'année pour vous protéger. Mais en cas d'accident, et cet accident qui cause des dégâts de l'ordre de 5 000, 6 000, 7 000 $, la société d'assurance prend cela en charge. Donc pour vous, c'est un risque que vous couvrez et vous par le paiement d'un montant qui est in fine modique. Parce que le principe de l'assurance, justement, c'est la mutualisation. C'est qu'en ayant plusieurs assurés qui viennent auprès d'un assureur, ça permet à l'assureur, selon des techniques qui sont définies d'actuariel et de prévision, de se dire, ben voilà, moi, je peux vous couvrir en cas d'un risque. Et c'est la même chose que vous pouvez avoir également en cas d'un incendie. Vous avez investi, vous avez une maison qui vous a coûté énormément cher et vous payez une couverture d'assurance, incendie par exemple, de l'ordre de 1 000 $ par an. Mais s'il y a un incendie qui arrive chez vous, alors que vous avez perdu plus de 50 000, 100 000 $, l'assureur intervient pour vous indemniser sur la totalité de ce montant. Donc ça reste une affaire très intéressante et très gagnante pour ceux qui veulent se protéger contre leurs risques qu'ils engagent. Puisqu'on parle de ça, prenons des cas, on est en République démocratique du Congo, vous parlez de l'assurance des maisons. Les gens, la plupart de ceux qu'on peut rencontrer
Souvent, c'est des assurances pour les véhicules. Vous l'avez évoqué d'ailleurs en premier. Alors, quelle est la situation du Congo concernant ce secteur d'assurance? Comment on peut représenter la RDC, la situation des assurances? Alors, je vous ai parlé de la situation du monopole que nous avions avec la SONAS, qui est la société nationale, qui a travaillé pendant 50 ans. Avec la SONAS... Est différente, la SONAS est différente de l'ARCA. Oui, la SONAS est différente de l'ARCA. La SONAS, c'est la Société nationale d'assurance. Donc, elle fait partie des opérateurs d'assurance. C'est une société commerciale qui opère. Par contre, nous, l'ARCA, nous sommes le régulateur. Nous parlions tout à l'heure hors antenne du secteur bancaire. Nous sommes comme la banque centrale vis-à-vis des banques. Donc, il y a le volet régulateur qui contrôle, qui surveille, qui vérifie et qui s'assure que ces opérateurs travaillent dans le respect de la loi et des règlements qui sont établis. Nous faisons exactement la même chose. Donc nous sommes l'autorité dans le secteur et la SONAS aujourd'hui, avec l'ouverture du marché, fait partie des 10 sociétés d'assurance que nous avons agréées, que nous contrôlons, que nous surveillons et à qui toutes ces sociétés nous rendent compte. Au niveau de la différence est bien claire, on y reviendra. Vous pouvez aller pour expliquer un peu comment se présente la situation des assurances? Oui, alors aujourd'hui, avant la libéralisation, comme je le disais, nous avions un marché qui était essentiellement caractérisé par des produits d'assurance qui soient des produits de la RC automobile, hein, l'assurance responsabilité civile automobile, l'assurance automobile pour parler simplement, qui représentait 95% du marché qui existait. Mais depuis la libéralisation aujourd'hui, on a vu arriver sur le marché de nouveaux produits tels que l'assurance crédit pour ceux qui prennent des crédits bancaires, l'assurance maladie, mais on voit aussi une montée en flèche de l'assurance incendie. De plus en plus d'opérateurs prennent ce type d'assurance. Mais voilà, donc il y a cette diversification qui est aujourd'hui sur le marché, mais nous ne sommes qu'au début. Parce que ces produits qui sont nouveaux sur le marché représentent encore, dans la situation que nous avons actuellement, peut-être une trentaine de pourcents. Mais notre marché, quand vous le lisez aussi de manière globale, c'est un marché qui, au départ, avant la libéralisation, était de l'ordre de 70 millions de dollars, des primes d'assurance, essentiellement les primes d'assurance, comme je l'ai dit, de la RC automobile. Mais les réalités et les études que nous avons faites démontraient que notre marché, aujourd'hui, selon la loi, doit se situer à près d'1 milliard de dollars. Et donc, nous avons aujourd'hui un gap qui est important entre le marché réel, qui est pris par les différents opérateurs, mais avec une problématique spécifique qui est celle où nous trouvons des grands opérateurs économiques s'assurer à l'étranger en dehors du pays. Ce qui est contraire à la loi qui est en vigueur aujourd'hui, qui demande à tous les opérateurs de pouvoir s'assurer en République démocratique du Congo. À partir du moment où elles opèrent ici et que leurs risques qu'elles couvrent sont localisés au Congo, elles doivent s'assurer au Congo, en République démocratique du Congo, auprès des sociétés d'assurance qui sont agréées par l'ARCA. Avant d'évoquer ce communiqué qui rappelle justement ce qui doit être fait, vous avez donné quelques chiffres. Quel est le profil de ces personnes qui quand même prennent ce courage de s'assurer? Vous avez parlé de l'assurance incendie, mais aussi bancaire, ainsi de suite. Le profil de ces personnes? Alors aujourd'hui, on doit reconnaître qu'avec l'ouverture du marché, avec la libéralisation, sur la partie des produits tels que la RC automobile, ça c'est le citoyen moyen, la classe moyenne, toute personne qui est responsable, qui travaille, qui est cadre dans une entreprise ou cadre de collaboration dans une entreprise, qui a un véhicule, comprend le sens de l'obligation de cette assurance et prennent ces assurances. Et là, vous trouvez une classe de beaucoup de particuliers qui les prennent. Les nouveaux produits, tels que je les ai indiqués, aujourd'hui, nous trouvons plus le profil des entreprises, des grandes entreprises, qui comprennent le concept des assurances. Et c'est je dirais, une mise en place qui est tout à fait normale. Parce qu'aujourd'hui, les nouveaux opérateurs que nous avons agréés se sont orientés vers, je dirais, des cibles qui comprennent ce que c'est les assurances. C'est notamment les grandes entreprises dans le secteur minier, importation, pétrolier et autres entrepreneurs qui prennent ce type d'assurance-là. Donc nous avons quand même aujourd'hui, au niveau des nouveaux produits, la plus grande majorité, ce sont ce qu'on appelle les entreprises des corporates, qui sont les grandes entreprises qui le comprennent.
Et nous voyons aussi aujourd'hui un travail qui est en train d'être fait vers les classes moyennes pour les différents autres types de produits, avec une vulgarisation qui est également faite sur le plan commercial. Mais je dois noter aussi que j'ai vu récemment un des opérateurs d'assurance offrir des produits qui va carrément vers la classe moyenne, je dirais basse, avec des produits d'assurance à moins de 50 $, aux alentours de 20 $, pour vous couvrir en cas de décès dans la famille. Ils peuvent également intervenir pour couvrir vos frais funéraires et autres, avec le même principe. C'est que si à contribution de 10 à 15 ou 20 $ par mois, mais si vous avez un décès dans la famille qui vous coûte, ben, ils prennent en charge une bonne partie quand même des frais. Voilà, c'est déjà une classe qui est touchée, mais c'est un travail qui doit s'accélérer dans la stratégie que nous mettons en place maintenant. Le centre de cet entretien, c'est beaucoup plus ces deux communiqués qui, en l'espace de quelques mois, ont été diffusés par le ministre des Finances, qui rappellent justement aux personnes physiques ou personnes morales l'obligation de respecter le Code des assurances en République démocratique du Congo. À quoi est dû cet entêtement ou la mauvaise foi pour respecter les prescrits de la loi? Alors, il faut qu'on analyse la situation de manière objective. Nous avons, nous au niveau de l'ARCA, fait remonter un rapport au niveau du gouvernement pour indiquer que nous avions cette problématique qui existe, des entreprises qui continuaient à prendre les assurances en dehors du pays. Et ça représentait au moins 80% de notre marché. Il faut ramener ce marché-là localement, parce que si nous nous limitons à avoir un marché qui est aux alentours de 150 millions, 200 millions de $, parce que les opérateurs le font de bonne foi, mais il y a une obligation pour les 700 à 800 millions de $ qui continuent à fuir. Ça, c'est de l'évasion des capitaux, c'est l'évasion des primes que nous devons absolument ramener. Et donc, le pari que nous prenons, c'est que ces opérateurs doivent obligatoirement et immédiatement respecter la loi pour que ces capitaux reviennent. Et pourquoi ils ne respectent pas? Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, ce que moi je peux dire pour certaines entreprises, peuvent dire, bon voilà, nous ne connaissons pas, il faut un peu plus d'informations, mais nous avons fait un travail de vulgarisation, d'explication. Il y a certaines entreprises qui peuvent être dans ce que moi j'appelle une rationalité économique parce qu'elles ont des maisons mères qui prennent des assurances déjà à l'étranger et qui optimisent, mais qui n'est pas conforme à la loi. Donc il y a un petit temps de transition pour qu'elles puissent se conformer totalement à la loi, et puis de connaître aussi les nouveaux opérateurs. Donc vous avez le mélange de ces trois raisons-là. Mais cela ne justifie pas le fait de continuer à prendre à l'étranger. Donc nous, ce que nous avons demandé, c'est que immédiatement que ces sociétés respectent la loi. Alors lorsque nous avions commencé, nous avons fait remonter ce rapport, le gouvernement a demandé que nous puissions tout mettre en œuvre pour faire respecter la loi. Est-ce qu'il y avait des statistiques dans ce rapport pour qu'on arrive à évaluer ce que ça représente? Oui, donc je voulais indiquer dans notre rapport, ce qui a été établi très clairement, c'est que plus de 85% du marché actuel était placé à l'étranger, avec des risques couverts à l'étranger. Donc nous avons un marché de 100 millions de $, mais nous estimons que ce marché doit être aux alentours de 1 milliard de $. Donc vous avez plus de 800 millions de $ qui représentent des primes qui sont placées à l'étranger alors qu'elles doivent l'être ici, en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est le constat qui a été fait. Maintenant, dans le travail qui est fait de la lutte contre l'évasion des primes, c'est de ramener ces primes au niveau de la République démocratique du Congo. Et pour cela, donc, il y a tout un ensemble d'actions qui ont été menées, sensibiliser le gouvernement, qui nous a porté fort et qui nous a demandé de travailler avec plusieurs services pour mener ce combat, parce que là, nous entrons dans une lutte économique de demander aux opérateurs de respecter la loi et de rapatrier les capitaux localement. Et le travail qui a été fait justement à partir de l'année dernière, il y a eu d'abord ce communiqué, le premier communiqué, et nous l'avions fait, et le ministre des Finances a été dans la dynamique de dire il faut que les opérateurs le fassent de bonne foi. Nous commençons par cela, parce qu'il y a la question du climat des affaires. Il faut qu'ils le fassent de bonne foi, déclarer les primes que vous placez à l'étranger. Ça permettra à l'ARCA et à l'État congolais de voir comment nous gérons la question de rapatriement. Si vous avez des contraintes particulières, nous verrons comment les gérer. Et du travail qui a été fait l'année dernière, nous avons également mis des missions de contrôle vers les opérateurs. Nous avons pu identifier plus ou moins 400 millions de $
des primes qui étaient placées à l'étranger sur base de nos études. Donc ça, ce sont des primes qui sont identifiées de manière très claire, qui sont placées à l'étranger. Et le travail maintenant, c'est effectivement de faire en sorte que les sociétés les ramènent. Donc nous avons fait un premier travail qui est celui de sensibiliser, d'informer, de demander que les choses se fassent de bonne foi de la part des différents opérateurs. Nous avons des statistiques aujourd'hui qui existent. Et maintenant, cette année, le deuxième communiqué, c'est plutôt pour annoncer une dynamique beaucoup plus coercitive. C'est que cette année, nous allons aller sur des contrôles beaucoup plus rigoureux. Non seulement l'ARCA va faire ce contrôle, mais c'est un contrôle que nous allons activer avec les autres services spécialisés de l'État, où nous allons démontrer, ben voilà, si vous avez placé des primes à l'étranger, ce n'est pas seulement la loi des assurances que vous n'avez pas respectée, parce que pour la prime que vous placez à l'étranger, la loi des assurances vous inflige une amende qui représente 50%, équivalent à 100% de la prime que vous avez placée à l'étranger. Donc ça, c'est déjà une sanction, je dirais, financière et pécuniaire qui n'est pas négligeable. Mais aujourd'hui, nous disons aussi qu'au-delà du placement, c'est une évasion fiscale que nous constatons, mais il y a certainement des problèmes également de blanchiment de capitaux. Donc nous activons les services qui ont la responsabilité. Aujourd'hui, nous parlons de l'Inspection générale des finances qui a cette capacité de pouvoir aller vers les entreprises aussi privées à partir du moment où on démontre que l'État engendre des pertes par des opérations qui sont faites, mais également il y a la cellule nationale des renseignements financiers, la CNRF, pour les questions d'évasion. Donc il y a des missions conjointes qui vont être organisées avec ces services. C'est à partir de quand ? Nous sommes dans une dernière phase je dirais, de sensibilisation, de vulgarisation, ce que nous sommes en train de faire. Mais je pense que dans moins de 2 mois, les premières missions vont être lancées pour les opérateurs qui n'auront pas donné l'information telle que demandée par le dernier communiqué du ministre des Finances. Vous parlez des sociétés qui préfèrent souscrire à des assurances à l'étranger. Est-ce que vous avez initié des discussions, des dialogues avec ces personnes physiques ou morales pour comprendre leurs craintes? Pourquoi rapidement ils sont détournés vers l'étranger au lieu de faire profiter à la RDC toute cette manne? Oui, nous l'avons fait et nous le faisons depuis plus de 2 ans. Nous avons été sur des conférences, des missions de vulgarisation dans le Katanga. Il y a des équipes qui ont été à l'est du pays. Nous avons engagé des discussions avec plusieurs opérateurs. Et ça produit quoi? Oui. Ben, écoutez, comme je vous l'ai dit, il y a principalement 2 raisons. Certaines expliquent que ben, voilà, nous, dans nos groupes, nous avons l'habitude de prendre les assurances au niveau groupe à l'étranger. Donc, il faut un temps pour que nous puissions les ramener ici localement, mais il faut nous les déclarer. Ben, d'autres qui ont plutôt une attitude un peu attentiste, en se demandant, on va voir jusqu'où ça va aller. Mais bon, voilà, maintenant, on voit, nous y sommes. Nous allons appliquer la rigueur de la loi. Les pénalités vont être infligées au niveau des différentes sociétés, les amendes. Mais également, nous ouvrons également le pan au niveau des autres services de l'État pour démontrer que les sociétés qui sont inciviques doivent également subir la rigueur de la loi sur les autres volets de perte de capitaux ou de mobilisation de recettes que l'État encourt. Vous avez dit que c'est depuis 2016 que l'ARCA a été créée. Est-ce qu'avec l'arrivée de cette autorité de régulation, les choses ont quand même évolué dans ce secteur? Aujourd'hui, vous avez avancé le chiffre de 10 opérateurs. Est-ce que c'est une avancée? Oui, très clairement, c'est une avancée. Je vais vous donner quelques statistiques. Au départ, évidemment, le régulateur n'existait pas. Donc aujourd'hui, un régulateur qui existe. Les avancées que nous avons, c'est que toutes les sociétés qui opèrent sur le marché se sont mises à niveau. Toutes les sociétés qui sont agréées par l'ARCA ont l'obligation de démontrer qu'elles sont solvables et qu'elles sont solides financièrement. Toute société qui a été agréée aujourd'hui devait démontrer qu'elle a mis à disposition un montant de 10 millions de dollars de capital qui soit bloqué, qui soit disponible pour assurer sa capacité à indemniser en cas de sinistre qui arrive. Et en termes de chiffres, nous avions un seul opérateur qui était la Société Nationale en 2016. Aujourd'hui, nous en comptons 39 avec 10 sociétés d'assurance, 2 sociétés de réassurance qui travaillent sur le marché et une vingtaine d'intermédiaires. Donc, il y a une évolution qui se fait. Et pour terminer, puisque l'indicateur principal dans notre secteur, c'est le niveau des primes d'assurance, en 2016-2017, le marché des assurances était représenté à peu près à 70 millions de dollars des primes d'assurance, dont 90% était l'assurance responsabilité civile automobile.
Ben, à fin 2021, nous avons un marché qui est à peu près à 215 millions de dollars. Là, ce sont les miniers qui ont grossi les chiffres ou la classe moyenne? Non, il n'y a pas que les miniers. Il y a la classe, en grande partie, ce sont les grandes sociétés avec les entreprises minières, il faut le reconnaître, qui sont en ligne de mire. Mais il y a les autres opérateurs, les petites et moyennes entreprises, pour ce qui est par exemple assurance incendie. Mais nous avons également le secteur financier avec l'assurance crédit. Donc ce sont les trois grandes assurances que nous retrouvons sur le marché. Et là, nous voyons quand même qu'il y a un bond important. Et ça, c'est de manière organique. Donc, c'est une croissance qui se fait, je dirais, tout à fait naturellement avec le travail que font les différents assureurs. Et nous en parlions au début de notre émission, de votre émission. Nous n'avons pas encore touché la masse. Et maintenant, avec le travail qui va être fait de vulgarisation, de sensibilisation, il faut que la classe moyenne arrive. Mais nous voulons d'abord terminer avec cette question d'assurance qui existe, qui doit être prise ici pour atteindre un niveau important du milliard que nous avons ciblé. Comment ça fonctionne dans ce secteur? Vous avez parlé des opérateurs. Qui est un opérateur et comment on le devient? D'assurance, vous voulez dire? Oui, oui, d'assurance. Alors, nous avons, je dirais, essentiellement 3 catégories d'opérateurs. Vous avez d'abord les sociétés d'assurance parce que c'est elles qui sont vraiment, qui prennent le risque, qui portent le risque. Aujourd'hui, pour être société d'assurance, on vous demande d'avoir un capital minimum de 10 millions de dollars que vous placez sur un compte qui est bloqué. Vous devez nous démontrer que vos actionnaires n'ont pas de problème sur le plan financier parce que nous faisons des enquêtes internationales quand nous avons des opérateurs internationaux. Il faudrait qu'au niveau de votre management, au niveau de la direction, que vous ayez également des personnes qui ont un profil, qui connaissent les assurances, mais qui sont également d'une probité sur les aspects financiers. Et c'est à ce moment-là seulement que nous pouvons vous donner l'agrément. Je schématise et je simplifie. On a la deuxième catégorie qui sont les réassureurs, qui sont les assureurs des assureurs, parce que le principe des assurances, c'est le partage des risques entre ceux qui prennent les risques, mais qui les réassurent également, qui doivent avoir une certaine probité. Sur notre marché aujourd'hui, nous en avons 2 qui sont là présentes, des panafricains. Que 2 Oui, 2 panafricaines, mais qui sont présentes sur notre marché. Mais pour tous les assureurs, travaillent également avec des réassureurs à l'international, mais qui doivent avoir une notation de plus haut niveau pour être sûr qu'ils garantissent les risques. Donc ça, je ne parle que de ceux qui sont sur le marché. Attendez, sans vouloir vous couper, quelle est la moyenne en termes de statistiques dans la région Afrique pour comparer quand même les efforts du Congo? Vous parlez de 2 sociétés de réassurance. C'est faible ou c'est... Non, je pense que raisonnablement, avec 2 sociétés de réassurance, dans la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de démarrage de marché, c'est une bonne chose parce que nous les avons eus à moins de 3 ans. Or, les réassureurs observent d'abord comment le marché se met en place avant de venir s'implanter, travailler directement sur le marché. Elles veulent s'assurer que on n'a pas en face de nous un régulateur parce que la référence, ça reste le régulateur. Comment le régulateur travaille? Est-ce que c'est un travail qui est fait de manière légère? Est-ce que c'est politisé? Est-ce qu'il n'y a pas d'indépendance? C'est toutes ces questions. Mais ça redonne confiance aux opérateurs. Mais nous voyons des réassureurs quand même de grande notation intervenir également au niveau de notre marché, ce qui veut dire que notre marché est crédible. À ce stade, je pense que c'est quelque chose qui est appréciable. Vous parlez de la grande masse que vous n'avez pas encore touchée. Pourquoi vous hésitez? Non, nous n'hésitons pas. Nous, dans notre axe stratégique, ce travail doit être fait avec un grand travail de vulgarisation, de sensibilisation et de communication. Nous nous sommes d'abord, nous, sur les 3 premières années, concentrés sur l'ouverture du marché. C'est-à-dire qu'il fallait faire venir des nouveaux opérateurs avec une communication qui devait être faite. Parce que d'ailleurs, ce travail de vulgarisation doit être fait avec les opérateurs qui sont sur le marché. L'association des assureurs vient d'être mise sur pied et il faut que les assureurs aussi participent à ce travail. Donc l'État aura un travail à faire. Nous, régulateurs, nous apportons aussi notre contribution, mais il faut que les opérateurs le fassent. Aujourd'hui, je dirais, le dispositif est en place. Nous sommes en train de travailler pour mobiliser d'énormes moyens là-dessus et solliciter le concours également du monde des médias, des journalistes, pour communiquer, vulgariser, expliquer c'est quoi les assurances. Mais je pense que vous serez suffisamment sollicités pour l'année qui vient, qui commence, avec des grandes émissions dans le secteur des assurances pour qu'on explique et qu'on comprenne. Et donc ça, c'est un axe que nous activons de manière beaucoup plus forte au courant de cette année. Vous parlez de la sensibilisation. Vous pensez qu'il faudrait commencer avec quelle catégorie ou quelle tranche d'âge
pour avoir des bonnes cibles pour les assurances? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, il faut commencer par, parce que la grande masse de notre population, des personnes qui travaillent soit dans le secteur informel ou d'autres qui sont dans le secteur formel, mais quand même teintés d'une certaine dimension informelle, il faut aller sur des cibles qui soient des adultes qui comprennent ce que c'est les assurances. Nous trouvons beaucoup de jeunes cadres dans les entreprises de la place. Nous avons au niveau du secteur public des fonctionnaires qui ont des revenus qui sont réguliers, et nous encourageons aussi les opérateurs à mettre en place des produits adaptés pour pouvoir répondre à ces besoins. Je vous ai cité un exemple de certains opérateurs qui ont commencé à le faire. Mais nous, de notre côté, en tant que régulateurs, nous travaillons aussi pour que le cadre réglementaire soit vraiment adapté pour faciliter l'offre de ces produits d'assurance, comme on dit, assurance pour la grande masse, assurance inclusive, mais assurance aussi pour les classes moyennes, mais qui soient à bas niveau. Mais ça aussi, hein, y compris des personnes qui entreprennent, comme les mamans commerçantes et autres, qui sont dans le secteur informel, mais que nous devons également accompagner avec des produits de micro-assurance qui doivent être mis sur pied. Et sur ça, je voudrais aussi mentionner particulièrement un produit sur lequel nous travaillons, hein, mais c'est un produit qui est vraiment un vœu que le chef de l'État veut mettre sur pied, qui est la couverture santé universelle, qui est un produit où le secteur des assurances a une contribution à apporter. Ça aussi, nous l'avons inscrit dans notre axe stratégique pour que le secteur des assurances joue sa partition et son rôle dans l'activation de ce produit que le chef de l'État veut voir lancer absolument cette année. Vous avez évoqué les femmes commerçantes, hein. On va parler d'elles. Elles sont beaucoup plus dans le secteur informel. Vous pensez qu'elles ont suffisamment d'informations pour comprendre l'importance de l'assurance et y adhérer? Mais nous en avons parlé, hein, la question de la vulgarisation et de la sensibilisation. Il y a une vulgarisation et sensibilisation qui se fera de manière tous azimuts. Je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais peut-être que vous pourriez nous apporter votre œil critique sur la question. Donc, une information tous azimuts pour expliquer c'est quoi les assurances. Mais maintenant, lorsqu'il y a des produits spécifiques qui sont adressés à des catégories de population, mais il y a également un accompagnement d'une communication ciblée qui doit être faite pour que celui ou celle qui veut adhérer à ce produit comprenne bien de quoi il s'agit. Et c'est une obligation que nous imposons, nous, régulateurs, lorsque nous autorisons qu'un opérateur puisse offrir un produit d'assurance. Donc ce sera indéniable. Et d'ailleurs, je pense que pour l'opérateur d'assurance qui cherche à gagner de l'argent, ne pourra pas proposer des produits que les assurés ne comprennent pas. Mais ça aussi, nous veillons. Parce que c'est, je dirais même, la première mission que la loi nous donne, c'est vraiment de nous assurer de la protection des assurés. Il faut que les assurés soient protégés. Lorsqu'ils sont en contrat avec une société d'assurance ou un opérateur d'assurance, nous devons les protéger. Et s'il y a le non-respect de ce qui est fixé contractuellement avec un opérateur d'assurance, ben, l'ARCA est là pour que les réclamations soient dirigées vers l'ARCA et que l'ARCA prenne en charge cette question pour régler le problème avec l'opérateur qui est en contrat avec l'assuré. Donc vous voulez dire si quelqu'un est lésé et peut se référer à l'ARCA pour entrer dans ses droits? Je dirais même doit. Elle doit se référer à l'ARCA. Si elle ne trouve pas satisfaction auprès de la société qui est censée couvrir, si la société ne respecte pas les termes contractuels, ben, l'assuré doit s'adresser à l'ARCA pour que l'ARCA puisse intervenir en analysant et faire respecter la loi au cas où la société ne respectait pas ses obligations. Mais comment vous atteindre alors? Ben, écoutez, nous avons un site internet hein, qui existe, www.arca.cd. Mais sinon, nous sommes... Dans un pays où il y a un faible taux de pénétration d'Internet, c'est déjà oui, mais nous avons, pas à la portée de tout le monde. Oui, nous sommes ici, je dirais, à la Gombe, sur l'avenue Pumbu, numéro 16. Il y a le ministère du Plan qui est à côté, qui peut être comme référence. Mais aujourd'hui,
Nous avons fait des campagnes institutionnelles qui vont encore être relancées pour que l'ARCA soit connu. Mais je pense qu'aussi via vous, puisque vous nous avez trouvés, on peut aussi via vous. L'idée, c'est de simplifier les choses parce que oui. Quand vous descendez, il y a des gens qui n'ont pas d'Android ou peut-être avoir un numéro vert. Ce sont des idées qu'on est en train de lancer. Ça peut aider justement à matérialiser cette sensibilisation. Pourquoi c'est important pour un individu ou une personnalité morale d'avoir une assurance? Oui, je pense que c'est important. Je vous l'ai expliqué au début de l'émission. Ce que les gens doivent absolument comprendre, c'est que une assurance, il y a souvent une confusion. Les gens ont l'impression que c'est une taxe qu'on paye. L'assurance, ce n'est pas une taxe. L'assurance, c'est simplement, comme le mot le dit, vous voulez vous assurer contre un risque qui peut arriver. Vous avez vos enfants qui vont à l'école, un accident peut arriver. Vous avez une assurance scolaire, vous avez une assurance maladie qui vous couvre. Nous avons le cas des gens qui prennent les assurances maladie. En cas d'hospitalisation, d'une maladie qui est grave, vous aurez payé peut-être sur l'année, encore à titre d'exemple, une assurance qui vous aurait coûté 500 $ sur l'année. Mais vous avez des charges et des frais parce que vous avez été hospitalisé et que vous avez été malheureusement atteint d'une maladie assez difficile ou grave qui vous coûte 15-20 000 $, mais l'assureur intervient. Et donc, il faut arriver à comprendre que c'est de votre avantage. Là, parce vous que parlez à un fonctionnaire qui gagne un peu moins de 100 $, il peut se permettre ce luxe? Oui, mais je vous ai parlé du cas. Parce qu'il y a plusieurs types de produits qui peuvent exister. Vous ne pouvez pas prendre des produits standards pour tout le monde. Non, pour le cas de santé, de maladie. Oui, mais pour le cas de santé-maladie, je vous ai parlé tout à l'heure de la couverture santé universelle que le chef de l'État veut mettre sur pied. Nous y croyons et nous pensons que c'est important. Donc nous voulons apporter notre contribution pour que la plus grande masse de la population... Comment vous allez faire justement? Oui, mais je ne veux pas aller sur les aspects très très techniques là-dessus, mais... Un programme comme celui de la couverture santé universelle, c'est un programme qui nécessite l'implication de l'État et le chef de l'État donner l'impulsion pour que, si vous voulez, des subventions soient apportées pour que les populations les plus démunies soient couvertes. Mais pour que ce programme réussisse, vous avez besoin de l'intervention également du secteur des assurances et qui peut également accompagner ce type de produit. Et donc, nous jouons notre partition. Sinon, il y aura un déséquilibre dans la mise en place de ce type de produit. Et donc, je vous ai dit également sur les questions de produits de micro-assurance qui doivent être mises sur pied. Nous travaillons pour qu'aujourd'hui, on puisse offrir des produits les plus larges possibles à des classes qui puissent accéder. Donc les classes, que ce soit des fonctionnaires ou autres, avec des produits d'assurance, que ce soit de santé ou d'autres types de produits, mais qui permettent à ces classes-là de pouvoir accéder à l'assurance de masse, à l'assurance, je dirais, inclusive. Alors, j'habite loin de Kinshasa, qui est votre siège. Je suis intéressée par ce secteur, je réponds aux critères, j'ai la somme que vous exigez. Comment vous contacter pour finalement devenir opérateur d'assurance, par exemple, ou courtier? Là, pour devenir opérateur d'assurance, dans le secteur d'assurance. Oui. Bon, je vous ai donné tout à l'heure nos différents contacts, nos différentes adresses, mais je pense que n'importe qui peut s'adresser s'il trouve difficile de retrouver l'ARCA via le ministère des Finances ou même via le gouvernement. Donc, ceux qui s'intéressent logiquement par le secteur nous trouvent assez aisément, nous trouvent assez facilement. Je reçois beaucoup d'emails, des personnes qui posent des questions. Quelles sont les conditions pour devenir courtier? Est-ce que les Congolais sont intéressés à ça aussi ou que des étrangers? Au début, nous avons dû faire un travail orienté vers les Congolais pour leur expliquer. Beaucoup avaient compris et je vois maintenant aussi beaucoup de gens s'impliquer et participer de plus en plus au niveau de tout ce qui est intermédiation des assurances, des opérateurs au niveau de l'intermédiation, des courtiers, des agents généraux et autres. On avait dit tout au début que vous êtes né par la volonté de libéraliser ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les années passées, parce qu'il faudrait dire, c'est en 2016 que l'ARCA est né, on a attendu quelques années pour la mise en place des animateurs. Vous avez été DGA il y a quelque temps et puis maintenant vous êtes confirmé. Est-ce qu'on ne perd pas beaucoup de temps aussi dans la mise en place des institutions censées faire avancer certaines réformes?
Non, écoutez, de manière chronologique, l'ARCA a été créé, comme vous l'avez dit, en 2016. Les mandataires ont été désignés en novembre 2016. Et depuis 2016, il y a un travail continu qui a été fait. Il n'est pas lent ce travail-là. Mais regardez-le dans un temps qui est concret. Pour vous redonner une idée de manière très très brève, l'ARCA devait mettre en place d'abord le cadre réglementaire pour pouvoir accueillir les nouveaux opérateurs. Donc c'est un travail qui est technique, c'est un travail de texte, c'est un travail d'organisation, c'est un travail qui a été fait en interne, c'est un travail qui a été fait en 2017. 2018, nous avons reçu les premières demandes d'agrément et qui ont été analysées, expliquant aux différents prétendant que la loi était rigoureuse, elle était exigeante. Nous avons travaillé pendant 2018 avec plusieurs dossiers qui ont été renvoyés, qui ont été analysés. Et donc l'année 2018 a été l'année où nous avons analysé les dossiers. Fin 2018, nous avons pu décider quels opérateurs pouvaient entrer sur le marché et qui respectaient les critères. Donc nous passons à 2019, premier trimestre 2019. Le marché a été ouvert avec 4 opérateurs d'assurance qui ont été agréés, qui ont commencé à travailler. Et c'est là le démarrage et de l'ouverture effective du marché. Faire mieux que ça, en respectant strictement la loi, ce n'est pas évident. Et donc, depuis 2019, nous avons un marché qui vit, qui est opérationnel, avec les chiffres dont je vous parle, qui sont sur le marché, qui ont permis aujourd'hui de tripler le volume d'assurance que nous avions au niveau de notre marché. Et donc, nous sommes partis de 2018 à un seul opérateur. Aujourd'hui, nous en avons 39. Donc, je pense que le temps, on ne l'a pas vu passer parce qu'on était concentré sur le travail. Mais je ne pense pas que ce soit un élément qui ait perturbé quoi que ce soit l'avancée et les réalisations qui ont été faites jusqu'à ce jour. Vous partez à un opérateur à 39 aujourd'hui. C'est avec ça qu'on peut comprendre le plébiscite de l'IGF sur le travail que vous réalisez? Je ne sais pas, mais ça fait partie quand même des éléments qui sont, je dirais, palpables en termes de l'ouverture et de l'évolution du marché. En dehors des opérateurs, mais on voit aussi la croissance en termes de chiffres. L'année dernière, je vous dis que pour 2021, nous sommes un marché de l'ordre de 214 millions, mais c'est une croissance de 54%. Et nous sommes qu'au début. Comme je vous le dis, les chiffres que nous avons aujourd'hui ne représentent qu'à peine 15% de la réalité de ce que le marché doit être. Raison pour laquelle nous mettons l'accélérateur sur ce travail de lutte contre l'évasion pour que les primes reviennent et que nous soyons au niveau où nous devons être. Et en même temps, accélérer également les aspects de vulgarisation pour qu'il y ait cette éclosion des assurances à travers tout le pays et que c'est vraiment pour nous, je dirais, un des grands objectifs, travailler sur ces 2 pans, non seulement mobiliser les moyens financiers pour notre économie, les capitaux, parce que ce sont de ces capitaux-là dont nous avons besoin pour que les entrepreneurs congolais puissent investir, pour qu'on puisse mettre en place des fonds qui permettront de soutenir le développement du pays, le financement des infrastructures, la manne financière, nous en avons besoin. Mais nous avons également ce deuxième défi qui est celui d'avoir des produits qui soient inclusifs, que la maman qui vend au marché, que le fonctionnaire réalise que la libéralisation, ce n'est pas de la théorie dont parle M. Kanina, mais qu'il peut le vivre parce que j'ai payé une prime de 10, 15, 20, 30, 50 $, mais que j'ai eu un coût qui est arrivé, un accident qui est arrivé, et qu'on a pu me couvrir par une société d'assurance à raison de 7 000, 8 000, 10 000 $. Donc c'est dans ce sens-là que nous travaillons pour que le peuple congolais ressente que l'assurance, ce n'est pas de la théorie, mais c'est une réalité. Et donc c'est sur ces 2 volets-là que nous travaillons et que nous voyons les choses évoluer. Dans vos études, est-ce que vous tenez compte de la culture du Congolais? On ne va pas se le cacher, il y a une résistance notamment aux assurances. Je ne sais pas, c'est dû peut-être à des éléments que je ne maîtrise pas. Vous tenez compte de cet élément dans vos stratégies à mettre en place? Comment vous comptez contourner cette acculturation des Congolais? Mais c'est une question qui est délicate et particulière. Hein. Mais nous, ce qui est très clairement défini, c'est de mettre suffisamment les moyens pour que la vulgarisation et la sensibilisation soient faites. Il y a 2 défis que nous avons dans ce domaine, au niveau de la culture. Il y a une question d'abord de méfiance qu'il faut absolument balayer.
Mais ça, Mais méfiance... comment balayer ça? C'est ça oui, le problème. mais méfiance, la question de méfiance, ça veut dire que vous avez en face de vous des personnes qui comprennent la nécessité des assurances, mais qui pour X, Y, Z raison, se disent, bon, je veux un peu voir le marché. Au début, il y a 2 ans, je discutais avec, au niveau de ma banque, hein, avec mon agent hein, qui gère mon compte, et je lui posais la question si elle s'était assurée. Elle m'avait dit, ben, écoutez, moi j'aimerais d'abord voir, je sais ce que c'est les assurances, mais j'aimerais d'abord voir les premières personnes indemnisées et que les choses se mettent en place. Donc là, c'est une question de méfiance, c'est moins compliqué. Mais nous allons nous référer aux techniciens de la communication pour nous expliquer comment le faire. Mais je pense que c'est la moins compliquée. Et vous avez une question maintenant de confiance sur laquelle il faut travailler pour redonner confiance aux gens, pour se dire non, le marché aujourd'hui est régulé, nous devons expliquer qu'il y a un régulateur qui est en place, qui joue le rôle d'arbitre, qui peut sanctionner les sociétés qui ne respectent pas la loi, qui peut sanctionner les sociétés qui ne vous indemnisent pas alors qu'elles ont l'obligation de le faire. Donc c'est tout un travail. Il n'y aura pas d'interférence politique? Parce que c'est aussi ça l'élément des méfiances par moment. Non, nous gérons un secteur qui est totalement privé. Tous les opérateurs sont des opérateurs privés. La Société nationale, c'est une société qui est détenue par l'État, mais elle est aussi dans cette phase de transition, de restructuration, pour qu'elle ait son autonomie dans sa gestion. Elle est considérée comme toute autre société dans la gestion. Avec les privés, il n'y a pas d'interférence. Nous sommes l'autorité et nous appliquons notre autorité quand il le faut. Vous voulez donner à l'État suffisamment de moyens pour exécuter les différentes réformes. Est-ce que vous disposez des moyens suffisants? Comme l'IGF aujourd'hui fait le travail remarquable, vous, est-ce que vous disposez des moyens pour atteindre vos rêves? Oui, nous avons nos moyens qui viennent aujourd'hui, c'est vrai, des ressources propres, mais nous avons notre ministre de tutelle, le ministre des Finances, qui nous accompagne de manière très active et à qui nous avons exprimé tous les besoins que nous avons pour pouvoir faire le travail. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il s'inscrit non seulement sur le plan, je dirais, d'accompagnement hein, en termes de besoins matériels, financiers et autres, mais également de l'implication que lui, le ministre, doit faire, agir, pour également faire agir son autorité dans le secteur, notamment avec le communiqué que nous avons eu dernièrement, qui est une part active également dans le travail que nous faisons. Merci Alain Kaninda d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir d'échanger sur la situation de la République démocratique du Congo en matière des assurances. Nous espérons qu'avec le temps, il y aura plus de Congolais, beaucoup plus de la classe moyenne qui vont regagner en confiance pour finalement se donner les moyens nécessaires et donner aussi à l'État congolais les moyens nécessaires pour le développement du pays. Restez avec nous.